Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est le journal de la Méditerranée. Cette semaine, nous reviendrons sur cet accord signé entre l'Union européenne et la Turquie. Les autorités turques se sont engagées à accueillir les migrants arrivant en Grèce. Alors, cela fonctionne-t-il sur le terrain? Eh bien, l'une de nos équipes s'est rendue à Lesbos. Nous en parlerons avec notre invité, journaliste, écrivain. Éric Fotorino publie dans le cadre d'une collection qu'il dirige des ouvrages, notamment sur les migrants. Il commentera avec nous l'actualité du bassin méditerranéen. Nous nous intéresserons également au film Good Luck Algeria qui est sorti sur les écrans cette semaine. Il retrace l'histoire incroyable mais vraie d'un ingénieur qui s'est entraîné sans relâche pour représenter l'Algérie aux Jeux Olympiques de Turin. Aujourd'hui encore, nous ouvrons ce magazine en Syrie. Nous avons en effet voulu nous intéresser à une réalité. Le groupe État islamique ne cesse de perdre du terrain. La ville symbole de Palmyre, aussi appelée la perle du désert, a été reprise par les troupes du régime. Une étape essentielle selon le ministre syrien de la Défense en vue de la victoire finale contre le I. Une bonne chose pour les Occidentaux qui ont toutefois rappelé la responsabilité de Damas dans ce conflit meurtrier. Stéphanie Loeb et Yannick Lécuyer nous en disent plus. Tout un symbole, le drapeau syrien flotte à nouveau sur Palmyre. L'armée syrienne affiche sa victoire. Les troupes du régime espèrent ainsi faire oublier leur déroute il y a 10 mois face à l'État islamique. Elles avaient fui sans combattre les djihadistes de Daesh qui avaient pris la cité antique en 3 jours. Bachar avait offert Palmyre, le site antique qui est très sensibilisant par rapport à l'opinion publique internationale, et il le reprend aujourd'hui pour se donner le beau rôle. Il y a 11 mois, il a laissé faire Daesh, il n'a pas envoyé l'aviation alors qu'il avait la maîtrise du ciel, donc il n'a pas bombardé les convois de Daesh qui fonçaient sur la ville. Sans l'appui des Russes, dans les airs et au sol, cette victoire n'aurait pas été possible. La bataille a duré 20 jours. En pénétrant dans Palmyre, les militaires ont trouvé une ville fantôme, vidée de ses habitants. Les maisons sont détruites, tout comme une partie des trésors de la cité antique, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Daesh a rasé les temples de Bel et de Baal-Shamin, ravagé l'Arc de Triomphe, ainsi qu'une dizaine de tours funéraires. La citadelle du XIIIe siècle a été endommagée par les combats, des pertes inestimables. Le musée archéologique, lui aussi, offre un spectacle de désolation. Les vitrines ont été pillées, les statues et les bas-reliefs saccagés. Malgré tout, les archéologues restent confiants quant à l'avenir du site. Selon le chef des antiquités syriennes, 80% de l'architecture n'aurait pas été touchée. La direction des antiquités est très acharnée dans la volonté de reconstituer, de rebâtir, d'effacer les traces si c'est possible. Alors évidemment, ça sera très difficile avec les destructions intégrales, comme le temple de Bel ou comme le temple de Baal-Shamin, mais il y a des espoirs de travailler à une espèce de reconstitution. Selon certains experts, 5 années seront nécessaires pour restaurer les monuments endommagés ou détruits. Mais avant cela, l'armée va devoir déminer le terrain. Les djihadistes ont laissé derrière eux un site truffé de bombes. Dans certains endroits, les mines sont bien cachées. Dans d'autres, vous voyez les fils sur le sol. Nous devons être très prudents, il y a des mines partout. Pour Bachar el-Assad, la reconquête de Palmyre est un atout indéniable. L'occasion pour lui de montrer à la communauté internationale qu'il est le seul rempart contre Daesh. Ses prochains objectifs, la reprise d'autres sites comme Deir ez-Zor et Raqqa, le principal fief du groupe djihadiste. Oui, le I qui contrôle toujours de vastes territoires dans le pays. Pour autant, le groupe État islamique est-il aujourd'hui en difficulté? Eh bien, pour en parler, notre invité est journaliste, écrivain, Éric Fotorino. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous dirigez notamment la collection Les Indispensables qui s'intéresse aux grands sujets d'actualité, comme par exemple les terroristes de Daesh, comprendre le nouveau terrorisme, une question à la suite du sujet. Bachar el-Assad devient-il de nouveau fréquentable? Je rappelle qu'il a réitéré son appel à un gouvernement d'union nationale rassemblant ses fidèles et l'opposition. Qu'en pensez-vous, Éric Fotorino? Je crois qu'il n'est absolument pas fréquentable et je crois que, vous savez, ces attentats terroristes empêchent de penser, empêchent de réfléchir. Et on est maintenant dans une sorte de problématique binaire qui est de dire
plutôt Assad que Daesh, comme s'il fallait éliminer l'un et donc préserver l'autre. Mais c'est tout le contraire. Je crois que les deux sont liés, puisque Bachar, depuis le début, a instrumentalisé Daesh pour lui laisser de quoi respirer, de quoi exister. Et on voit les attentats qui ont été proférés en Europe, en France, en Belgique ces dernières semaines. Et du coup, finalement, on veut le conserver comme s'il était une sorte de paravent, et que finalement, il était plus intéressant, d'une certaine manière, moins pire d'avoir Bachar que d'avoir Daesh. Mais non, il faut combattre les deux. Et je pense que c'est ça qui devrait surgir. Regardez pourquoi il a gagné, il a repris Palmyre. Mais comment Daesh avait pris Palmyre? Daesh prend toujours des zones lorsqu'il n'y a pas de combat, finalement. Oui, on avait d'ailleurs très bien vu dans le sujet qu'on vient de diffuser, en effet, que Palmyre avait été pris de façon plus facile par les terroristes, puisque facilité par Bachar al-Assad. L'EI est-il en train de perdre, selon vous? Je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est vrai que d'une certaine manière, vous savez, l'EI, il prétend être un califat, donc avoir une logique de territoire par rapport à Al-Qaïda, qui lui était un réseau. Et c'est vrai que les territoires, lorsque ces territoires sont défendus, et c'est le cas en Syrie, eh bien évidemment, ces territoires, il les perd, il a beaucoup de mal à les conserver. Mais regardez, maintenant, une partie de Daesh se recompose, reprend des forces en Libye, puisqu'il n'y a plus d'État en Libye. Donc je pense que partout au Moyen-Orient où il y aura des points vides, eh bien Daesh pourra continuer de s'y infiltrer. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est fini pour Daesh. Alors ce conflit provoque une crise migratoire de très grande ampleur. Éric Fotorino, vous sortez d'ailleurs le 7 avril prochain, toujours dans le cadre de votre collection Les Indispensables, ce livre intitulé « Pourquoi les migrants ?» Alors avant de vous poser la question, eh bien, je vous propose de nous rendre en Grèce. Nous en avons parlé ici même la semaine dernière. L'Union européenne a signé un accord avec la Turquie. Les autorités turques se sont engagées à accueillir les migrants arrivant en Grèce en contrepartie d'une aide financière conséquente. Alors, comment cela se passe-t-il concrètement sur le terrain? L'une de nos équipes s'est rendue à Lesbos. Regardez. Le bateau a réussi sa traversée. À bord, des cris de joie, mais aussi des larmes de soulagement. Ils ont enfin atteint l'Europe sains et saufs. Seulement voilà, nous sommes le 20 mars, date d'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Ces Afghans sont donc officiellement expulsables. Ils veulent nous renvoyer en Turquie? Hors de question. Ma femme est enceinte de 8 mois. Pour financer notre voyage, on a vendu notre maison et tous nos biens là-bas en Afghanistan. Alors on ne repartira pas en arrière. À peine arrivés, ces migrants sont transportés en car à quelques kilomètres de la plage dans ce centre d'enregistrement. C'est là qu'ils attendront d'être fixés sur leur sort. L'accord prévoit des retours en Turquie à partir du 4 avril, sur la base du volontariat, après étude individuelle de chaque dossier. Ceux qui accepteront de repartir seront relocalisés en Europe directement de là-bas. Inenvisageable pour ces Syriens qui sont arrivés juste avant l'application de ces nouvelles règles. On a pris le papier le 18 mars, juste avant l'accord. On était les derniers ce jour-là. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'avec cet accord, la Turquie allait prendre beaucoup d'argent et qu'ils allaient bloquer les réfugiés chez eux et qu'on ne pourrait plus jamais traverser. Alors, on s'est dépêché. Même si je suis arrivé à temps, je ne suis pas rassuré. À chaque instant, ils pourraient signer de nouveaux accords et décider de nous expulser. Les migrants économiques, eux, sont expulsables à tout moment. Ces Pakistanais, Bangladais et Iraniens le savent, l'Europe ne les considère pas comme des réfugiés de guerre. Avec cet accord, ils seraient donc les premiers à repartir en Turquie. Les volontaires associatifs de ce campement improvisé ont décidé de tous les recenser pour garder une preuve de leur passage. On veut être sûr que ces gens ne soient pas oubliés, déjà qu'ils ont été exclus de cet accord honteux. Les autorités grecques l'affirment. De l'autre côté de la mer Égée, d'autres migrants ont décidé de tenter leur chance dans les jours à venir. Elles se préparent malgré tout à les accueillir. Éric Fotorino, quel regard portez-vous sur la situation des migrants? C'est un regard à la fois
humain et donc très, très triste, parce que cette détresse chaque jour humaine qui se traduit par une Méditerranée qui devient un cimetière, un tombeau marin, et puis l'impuissance et l'absence de volonté unique de l'Europe, c'est à la fois de la tristesse et de la colère, les deux. Alors justement, vous avez écrit donc un ouvrage, j'en parlais, qui sort la semaine prochaine. Pourquoi les migrants? Vous essayez justement de comprendre les flux de population. Comment l'expliquer en quelques mots? Alors, d'abord, ce sont des textes qui sont tous parus dans l'hebdomadaire Le 1, donc c'est à chaque fois des réflexions sur un angle donné, de démographes, de géopoliticiens, etc. Eh bien, il est évident que ce phénomène, il est né de ces guerres du Moyen-Orient, de l'éruption de Daesh, bien sûr, avec la Syrie, tous ces réfugiés syriens, mais il faut quand même remonter aux guerres d'Érythrée, donc à la fin des années 90, à la fin du XXe siècle. Autrement dit, on a l'impression que c'est un flux soudain qu'on n'avait pas anticipé. Or, depuis des années et des années, on sait, compte tenu de la situation dans ces pays, que la pression à l'immigration est forte. Donc je pense que, moi, mon regard, c'est de dire pourquoi l'Europe. Vous savez, Kissinger, l'ancien conseiller de Nixon, disait l'Europe, quel numéro de téléphone? Bien, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a plus d'Europe, qu'il n'y a pas d'Europe, et l'Union européenne est une désunion européenne, en réalité, qui est incapable d'avoir de se donner les moyens et d'avoir cette volonté d'accueillir comme il se doit tous ceux qui sont des réfugiés. Et ces réfugiés sont des gens qui sont normalement protégés par les conventions de 1951. Donc on est hors du droit, on est hors la loi, et c'est une institution comme l'Europe. L'Union européenne est impuissante, selon vous, face à cette situation? Elle veut être impuissante. Elle se donne l'allure d'un sous-continent inhospitalier. Et c'est ça, je crois, qui est très grave. Regardez comment les choses ont tourné. On a mis au banc de la société européenne ces temps derniers Angela Merkel, mais c'est elle qui a sauvé l'honneur de l'Europe en fin d'année 2015 en accueillant les migrants. Bien sûr qu'il y a eu des dérives. Vous vous rendez compte, 1 million de personnes rentrant en Allemagne. Nous parlons en France, par exemple, à Calais et à Grande-Synthe, de même pas 10 000 personnes, de moins de 10 000 personnes qu'on fait dormir sous des tentes, qu'on fait vivre dans des conditions indignes. Donc je pense qu'il y a effectivement une absence de moyens et absence de volonté de l'Europe. De façon plus personnelle, Éric Fotorino, c'est vrai que la Méditerranée est ancrée en vous. Dans l'un de vos livres plus autobiographiques intitulé « Fils de Berbère », vous écrivez « Grâce à ma mère qui aima 2 hommes, l'un de Tunisie et l'autre du Maroc, je suis métissé de Méditerranée. La Méditerranée, elle m'a traversé bien avant que je la traverse. » Alors, lorsque je lis ces mots, j'imagine que la situation des migrants vous touche personnellement. Oui, c'est vrai, quand je remonte dans mon arbre généalogique, il se trouve que ma biographie est un peu particulière, puisque j'ai eu un père naturel qui ne m'a pas élevé, qui était un juif du Maroc, de Fès, un Fassi, et un père adoptif, Michel Fotorino, qui était de Sousse, en Tunisie. Et mon grand-père était de Gafsa, était maire de Gafsa en Tunisie. Donc c'est vrai que pour moi, tous ces gens qui partent, tous ces gens qui ne savent pas trop où aller, qui sont dans la détresse, d'une certaine manière, ils entrent en écho avec cette sensation d'exil et d'arrachement qu'ont connu mes 2 familles paternelles venant de ces pays du Maghreb, dans différents moments, dans les moments de l'indépendance de la Tunisie puis du Maroc. Ils sont venus vers la France, et c'est vrai que ça a été des moments difficiles, mais qui n'étaient pas aussi pénibles que ceux que vivent ces gens en ce moment. Éric Fotorino, vous avez dirigé le journal Le Monde de 2007 à 2011. Aujourd'hui, vous êtes le cofondateur de l'hebdomadaire Le 1, dont le 100e est sorti cette semaine. Comment traitez-vous de l'actualité du bassin méditerranéen dans ce journal? Alors d'abord, on l'a traité souvent. Je crois qu'on a dû, au total, sur 100 numéros, les traiter une quinzaine de fois. Et pour nous, il est très important de rassembler des regards sensibles, les regards des écrivains, des poètes, des artistes, et puis les regards, j'allais dire savants, des démographes, des spécialistes de géopolitique, des spécialistes d'histoire. Donc c'est vrai qu'on a, par exemple, j'ai en tête, on a dû consacrer 5 numéros aux migrants,
un grand reportage de Laurent Godet et aussi ce texte de Marguerite Yourcenar à Lampedusa. Elle parle des migrants, et il s'appelle Migrants, et c'est un texte des années 30. Et quand vous le lisez, vous avez la sensation qu'il a été écrit la semaine dernière à Lampedusa. Autrement dit, les grands textes sont toujours d'actualité. Et c'est comme ça qu'on essaie de s'emparer de ces questions méditerranéennes. On les traite aussi avec des grandes cartes, avec le spécialiste de géopolitique Michel Fouché. Et ces grandes cartes, dans le poster, parce que le 1, comme vous savez, a un format particulier qui se déplie, qui se déploie, eh bien, les grands posters sur la Méditerranée, sur le Moyen-Orient, nous permettent de mieux comprendre parce que c'est plus grand et ça permet de meilleures explications. Éric Fotorino, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, et je rappelle la sortie donc la semaine prochaine de cet ouvrage « Pourquoi les migrants ?» dans la collection Les Indispensables. Et puis l'existence de celui-ci, très didactique, qui est Daesh, toujours avec la collection Les Indispensables. Et si vous souhaitez revoir cet entretien ou ce magazine dans son intégralité, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Une actualité douloureuse dont le pape François s'est saisi lors de son message à la ville et au monde depuis le Vatican à l'occasion des fêtes pascales. Quelques jours seulement après les attentats de Bruxelles, le souverain pontife est revenu sur le terrorisme. On l'écoute. Cette forme aveugle et atroce de violence qui ne cesse de répandre le sang des innocents. Le monde est plein de conflits armés à grande échelle qui soumettent des populations entières à des épreuves indicibles. Le pape François a ensuite égrené une litanie de pays, Syrie, Irak, Libye, où il a appelé au retour de la paix depuis Rome. L'Italie, où les traditions sont nombreuses. À Pâques, des traditions culinaires notamment. À Naples, les spécialités sont le casatiello, un biscuit salé, ou encore la pastiera, une tarte farcie de ricotta et de fruits confits. Dégustation en compagnie de François Bonnonnet et Yael Goujon. À Naples, dans les ruelles du vieux centre, chaque année pour Pâques, c'est le même rituel. Ses amis commencent leur journée dans une pâtisserie où, comme tous les Napolitains, ils vont déguster non pas un gâteau, mais le casatiello, une brioche salée et fourrée à la viande. Pâques ne serait pas Pâques sans le casatiello. On le mange dès le matin et ensuite on le met dans un sac et on l'emmène avec nous pour le pique-nique. Le casatiello, c'est notre ADN pour Pâques. Pour connaître les secrets de cette spécialité locale, il faut se rendre chez Angelo, l'un des meilleurs artisans de Naples. Depuis 50 ans, à chaque week-end pascal, il emplit de dés de jambon, de fromage et d'œufs durs cette brioche si particulière. Ce qui est unique dans le casatiello, ce sont les œufs que l'on met directement dessus avec la coquille. Et pour qu'ils tiennent, on fait une croix. La croix du Christ, parce qu'à Naples, les anciens avaient cette habitude religieuse de faire des croix sur tout, et encore plus pour Pâques. Et quelle que soit la période de l'année, à Naples, la religion est partout. Il suffit, pour en juger, de compter le nombre d'églises qui se trouvent dans le vieux centre-ville. Il y en a au moins 2, voire 3 dans chaque ruelle. Pas étonnant alors que dans toutes les familles napolitaines, le repas de Pâques commence par une bénédiction prononcée par le chef de famille. La tradition et la culture passent chez nous, bien sûr, par la religion, mais aussi par la gastronomie. Car Pâques ne serait pas non plus Pâques sans la pastiera, une tarte à la fleur d'oranger, au blé et à la ricotta. Entre la préparation et la cuisson, il faut compter 5 heures. 5 heures, c'est aussi parfois ce que dure le repas pascal. À Naples, gastronomie, famille et religion sont des traditions indissociables. Rejoignons l'Espagne. Alors que les vacances de Pâques ont commencé en France, eh bien, partons visiter Barcelone. La ville a attiré l'an dernier par moins de 7 millions d'étrangers, des touristes qui viennent voir de plus près les constructions insolites de Gaudi à l'image de la célèbre Sagrada Familia. Mais pas seulement. La capitale de la Catalogne détient également de nombreux secrets dans ses entrailles. Suivez le guide. Ce sont les 2 kilomètres les plus célèbres de Barcelone, les Ramblas.
Au cœur de la cité catalane, l'incontournable point de passage des habitants et des touristes. Noir de monde, été comme hiver. Impossible de flâner sans s'arrêter ici, au marché de la Boqueria, le plus vieux de la ville. Une halle en fer du 19e siècle, convertie en cathédrale d'essence. 6000 mètres carrés de fruits et légumes, de poissons, de charcuteries de toutes les sortes, qui aiguisent l'appétit du visiteur. La légende dit que si on cherche un produit à la Boqueria et qu'on ne le trouve pas, c'est qu'il n'existe pas. Les légendes du marché, dont Juanito, 79 ans, les connaît toutes. Il a grandi ici. Ce bar, c'est ma mère qui l'a ouvert. Je l'ai repris avec ma sœur. Et là, je travaille avec mes neveux et mes petits-neveux. Donc on en est à la 5e génération. C'est ma vie, c'est toute ma vie, la Boqueria. Et on se presse du monde entier pour déguster ces tapas. C'est des mini calamars avec des haricots blancs. C'est délicieux. De Barcelone, on connaît ces images de cartes postales. La statue conquérante de Christophe Colomb. La basilique de la Sagrada Familia, éternelle inachevée. L'extravagance des maisons de l'architecte Gaudi. Toute une vie en surface. Ce que l'on sait moins, c'est que l'on peut aussi se plonger dans ses entrailles et dans son histoire. C'est très humide, vous allez voir, mais la température va augmenter au fur et à mesure. Nous sommes à 13 mètres de profondeur, dans un souterrain construit pendant la guerre civile espagnole. Entre 1937 et 1939, l'armée du général Franco et ses alliés allemands et italiens ont massivement bombardé Barcelone, bastion républicain. Pour se mettre à l'abri, les habitants ont construit eux-mêmes 1500 refuges. Des labyrinthes sombres et humides. Dans celui-ci pouvaient se serrer 300 personnes. Vous voyez à gauche et à droite, ils ont construit des bancs. Et chaque place était rigoureusement délimitée par ses traits. Ici, les habitants attendaient 5 à 6 heures que les bombardements cessent. Ce sont des gens comme vous et moi, qui, face à un ennemi puissant et surarmé, ont remonté leurs manches et travaillé ensemble à se protéger. Dans cette histoire, il n'y a pas un héros qui tire toute la gloire, c'est une résistance collective. Un passé que les Barcelonais sont fiers d'expliquer aux visiteurs étrangers qui s'intéressent à leur histoire. L'année dernière, Barcelone a accueilli plus de 7 millions de touristes. Un record. L'Algérie est à l'honneur au cinéma. Good Luck Algeria est sorti sur les écrans ce mercredi. Ce film retrace l'aventure absolument incroyable mais bien réelle d'un ingénieur grenoblois. Nourdine Bentoumi a représenté l'Algérie aux Jeux Olympiques de Turin en ski de fond. Un défi extraordinaire pour celui qui n'était qu'un simple amateur. C'est son frère Farid qui a réalisé ce long métrage. C'est mon fils, c'est lui qui fait les skis pour le championnat. C'est une histoire un peu folle, mais vraie. Mon père est algérien, donc toi aussi. Tu vas faire les Jeux Olympiques pour l'Algérie, en ski de fond. En 2005, Nourdine Bentoumi, athlète amateur, se lance dans un pari. Il fera les Jeux Olympiques. Good Luck Algeria raconte cette aventure. Vous faites quoi là, ça? Il parle même pas arabe. I'm the Algerian athlete, yeah. Il n'y a pas besoin de parler arabe pour faire du ski. Le vrai, le voici aux Jeux de Turin. Défilant derrière le drapeau algérien, il a réussi son pari. 10 ans plus tard, il est toujours passionné de ski de fond. En compagnie de son frère Farid, qui a réalisé le film, c'est parti pour une après-midi de balade en forêt. Ça, c'est des skis du film, ouais, tout à fait. Car Good Luck Algeria, c'est une histoire de famille. Les frères Bentoumi, ce sont ces enfants de l'émigration. Leur père a creusé le tunnel du Mont Blanc. Leur mère était institutrice. Ils ont grandi dans les Alpes et le film est ce témoignage de leurs années de jeunesse. Ah, tu m'épuises! Se retrouver avec quelqu'un qui porte au cinéma son histoire et que ça soit son frère qui le fasse, c'est sûr que c'est une super histoire. Les liens du sang, la solidité de la famille, c'est quelque chose qu'on a vraiment hérité de notre père. Quelque part, notre part algérienne. On a des valeurs comme ça, comme les liens du sang, qu'on a hérité très très fort, oui. C'est papa, il dit tout le temps qu'il faut se battre. Non, Stella, j'ai jamais dit ça comme ça. Oh bah oui, non, surtout pas.
Si on te traite de sale arabe, tu baisses la tête et puis tu dis merci. Cette comédie douce amère n'évite pas les questions d'aujourd'hui, celles de l'identité, de l'intégration et de la violence sociale. Et j'ai rien demandé, moi. La pauvreté et les inégalités sociales, c'est ça qui gangrène et qui fait qu'à un moment, les gens se crispent sur des identités, quelles qu'elles soient. J'ai vraiment voulu faire un film positif sur l'immigration, ouais, sur la mixité et sur le mélange de cultures. Tu sais quoi, je vais aller en Algérie. L'aventure vers les Jeux passera par l'Algérie. Avec ta mère, on ne sait pas tout. Sa quête sportive lui fera faire ce voyage, celui d'un homme entre deux terres, à la recherche de son identité. Aide-moi à qualifier l'Algérie pour les Jeux Olympiques. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site culturel de France Télévisions, culturebox.fr. L'image de la semaine, elle décoiffe et elle nous emmène au large de Cannes pour admirer les sauts impressionnants de kitesurfers et de véliplanchistes. Tous ont pu sortir ces derniers jours grâce au cocktail alliant vent fort et soleil. Voilà une idée pour ces premiers jours de vacances de Pâques. À la semaine prochaine. Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.